Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo sur les mystères des mondes sous-marins. C'est très intéressant, mais attendez un petit peu, on va y arriver. Je voulais vous annoncer avant que Paul Ponceau organise un webinaire le samedi 17 février de 19h à 23h. Ça va être sur le thème du contrôle mental qui est très important. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire juste à 18h40, 18h45. Et même après, si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez le prendre après. Vous pouvez l'acheter après, puisque tous les webinaires sont enregistrés. Donc, si vous voulez participer au webinaire en direct, vous avez jusqu'à demain 18h45 pour vous y inscrire. Si vous n'avez pas pu vous inscrire avant 18h45, ce n'est pas un problème puisque le webinaire est enregistré et donc l'enregistrement sera disponible à la vente sur le site Librairie du Bonheur. De toute manière, on mettra tous les liens en dessous de ce podcast. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à y participer. Et le webinaire, le thème du webinaire, c'est le contrôle mental à tous les niveaux. Donc, un thème très vaste. Absolument. Et on voulait vous annoncer que le samedi 2 mars, on organise une conférence en présentiel de midi à 18h. Donc, ça sera sur la possession. Là encore, c'est très important parce que tout le monde est à un niveau possédé, même si par les pensées. Même par les pensées intrusives, par exemple. Et c'est tout le travail de Jerry Marzinsky. Donc, c'est très important de savoir et être au courant de tous ces aspects du contrôle mental. Donc, ça sera un tout petit prix en plus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire car c'est très convivial. Les gens sont très contents et on a des très bons retours. Donc, pour continuer, Paul, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire, n'oubliez pas aussi de jeter un coup d'œil sur notre chaîne Odyssée et notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Sur notre site, vous trouverez à peu près 400 podcasts inédits, donc plus de 100 dans la partie abonnement et plus de 300 dans la partie non-abonnement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est un site qui grandit. Il y a énormément de podcasts, il y a énormément d'informations nouvelles. Il y a toute la partie abonnement qui grandit et on va faire un podcast abonnement également demain, dont on n'a même pas déterminé le sujet. Donc, vous voyez que c'est vraiment fait à la dernière minute. C'est vraiment du frais. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Et pour ce podcast, Paul, quels sont les mystères des mondes sous-marins? Parce que c'est très passionnant. Les mondes sous-marins, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est l'endroit le plus méconnu. Officiellement, je crois que c'est 1% ou 2% du fond des océans qui a été cartographié. En tout état de cause, qui a été bien cartographié parce que la plupart des fonds des océans sont complètement inconnus. Par exemple, la fosse des Mariannes, donc qui est l'endroit le plus profond de la surface de l'océan. Il faut savoir qu'en 60 ans, les gens y sont allés, les scientifiques y sont allés peut-être 10 ou 15 fois. Donc c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Au-delà de 2 ou 300 mètres de profondeur, donc les plongeurs ne peuvent pas pénétrer. Pour y pénétrer, il faut des sous-marins qui sont extrêmement chers, extrêmement onéreux. Donc, c'est le milieu vraiment le plus inconnu. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on ne connaît pas assez ce monde-là ou parce qu'on n'imagine même pas ce qu'il peut y avoir dans l'eau?
finalement. C'est un petit peu les deux. Euh, à un premier niveau, tout est fait pour nous empêcher de connaître le monde autour de nous. Donc, par exemple, il y a des émissions de télévision et on sait ce qu'il y a derrière tout cela qui parlent éventuellement de vie non humaine, de vie extraterrestre sur d'autres planètes et tout cela. Déjà, on ne connaît même pas la nature de cette réalité, donc on ne peut même pas parler forcément d'espace, puisque l'espace, c'est quelque chose de différent de ce qu'on peut imaginer. Deuxièmement, la vie non humaine, la vie inconnue, les formes de vie intelligentes inconnues, elles sont ici, elles sont parmi nous. Donc, voir tous les podcasts qu'on a fait sur les entités sans âme, sur les humanités parallèles, aussi sur la cryptozoologie, sur les cryptoterrestres et tout cela. Et très peu de gens savent que dans le fond des océans, il y a énormément de créatures inconnues. Il y a énormément de formes de vie aussi, parce inconnues. qu'il y a des trésors aussi, Bien évidemment, des bateaux qui ont il y a des bateaux qui ont etc. coulé, c'est rempli de trésors, c'est rempli de bateaux qui ont coulé au fil du temps, qui peuvent donner un aperçu sur des civilisations anciennes. Par exemple, à la fin du 19e siècle, il y a un bateau qui a été retrouvé. Donc, et à l'intérieur de ce bateau, il y avait un mécanisme, et ce mécanisme correspondait à un ordinateur primitif. Ça s'appelle le mécanisme d'Antikythera. Et même des sceptiques absolument abominables, du reste, comme Arthur C. Clarke, devaient bien admettre que cela montrait que l'humanité a connu des périodes où elle était beaucoup, beaucoup plus avancée que maintenant. Et donc tout cela, ça rentre dans le contexte de la Tartaria, ça rentre dans le contexte de timelines alternatives qui sont greffées sur une timeline originelle, ça rentre dans le contexte de manipulation du temps, littéralement. Et ça, ce genre de choses ont été découverts dans des épaves de bateaux. Donc on voit très très bien que c'est quelque chose, c'est que le fond de la mer, c'est quelque chose de totalement inconnu. Par exemple, beaucoup de personnes continuent de voir le serpent de mer. Et le serpent de mer, c'est plusieurs créatures inconnues qui correspondent à des formes de vie absolument inconnues, qui n'ont jamais été répertoriées par la science. Par exemple, il y a des personnes qui récemment ont vu des serpents de mer au large de la Grande-Bretagne. Il y a par exemple un auteur, Max Hawthorne, qui parle de personnes qui ont vu des créatures de type baleine primitive, de type dinosaure primitif, sur des bateaux de croisière. Et ça, c'est extrêmement important. Ça montre très très bien qu'il y a une survivance d'espèces dites préhistoriques au fond de la mer. Énormément de personnes aperçoivent ces créatures inconnues. Oui, c'est des vrais mystères qui se passent dans l'eau qu'on n'est même pas au courant finalement. Ou quand quelqu'un découvre, ne transmet pas, puisque ça pourrait remettre énormément de choses en question. Absolument, ça remet énormément de choses en question. Par exemple, il y avait des jeunes dans les années 60 au large dans le golfe du Mexique qui étaient partis se baigner et plusieurs de ces jeunes se sont fait dévorer par une créature avec une tête qu'on pourrait appeler une tête de plésiosaure. Donc, est-ce que ces personnes ont vu des plésiosaures ou est-ce que ces personnes ont vu des formes de vie inconnues qui ressemblaient à des plésiosaures?
On ne peut pas le savoir, mais toujours est-il qu'il y a énormément de formes de vie inconnues un petit peu partout dans la mer. Par exemple, le requin du Groenland n'a été découvert que dans les années 70. Et le requin du Groenland, c'est quoi? C'est un requin de la taille du requin blanc, qui est un prédateur dans les eaux polaires et subarctiques. Et ça n'a été découvert que dans les années 70, extrêmement récemment, et personne ne connaît vraiment le mode de vie de ce requin du Groenland, comment il se reproduit, où il passe son existence, à quelle profondeur il passe son existence, et tout cela. Toujours est-il que selon des recherches scientifiques, il pourrait vivre plusieurs centaines d'années, mais personne ne connaît rien sur le requin du Groenland. Le calamar géant, par exemple, qui peut atteindre une vingtaine de mètres de long, n'a été filmé pour la première fois qu'au début des années 2000. Là, depuis, des scientifiques japonais l'ont refilmé, mais Bernard Heuvelmans, donc le cryptozoologue le plus célèbre et le meilleur cryptozoologue, a recueilli des témoignages de calamars géants qui dépassaient 50 mètres de long. Donc ça, c'est un truc de fou. Et pourtant, beaucoup de marins continuent de signaler ces calamars géants. Et certaines personnes ont signalé à travers le temps, certains marins et même des scientifiques, des calamars géants qui n'étaient pas dévorés par des cachalots, mais au contraire qui dévoraient des cachalots. Donc il faut bien voir que c'est un milieu totalement inconnu. Les fonds sous-marins sont totalement inconnus. Dès qu'on dépasse, disons, une cinquantaine de mètres, il y a quasiment plus de plongeurs ou peu de plongeurs. Et en dessous de 100 mètres, il y a personne. Il y a personne qui y va, à part quelques scientifiques. Et là, c'est très clair qu'il y a des formes de vie inconnues. Toutes les années, il y a des signalements de mégalodons. Le mégalodon, c'est l'ancêtre, on va dire, du requin blanc. C'est un requin blanc géant qui atteignait la taille d'une baleine, donc 20 à 30 mètres de long. Et c'était une créature vraiment qui mangeait des baleines. Et récemment, il y a une baleine qui a été découverte coupée en deux. Or, rien ne peut couper en deux une baleine, sauf une créature de la taille d'un mégalodon. Et le mégalodon est censé être éteint depuis plusieurs centaines de milliers d'années, mais il y a des ossements qui ont été retrouvés, qui ont quelques milliers d'années, donc c'est très possible que le mégalodon ait pu survivre jusqu'à notre époque. Et des gens continuent de les signaler. Après, bien évidemment, il y a des confusions avec des requins-baleines et tout, mais quand on exclut les confusions, il y a ces requins inconnus de très grande taille. Est-ce que toi, si tu pouvais, tu irais étudier ces poissons géants? Bien évidemment, j'irai étudier ces poissons géants. Ces mystères dans l'eau. Bien évidemment, j'irai étudier ces mystères de la mer parce que il y a tous les jours, il y a des espèces nouvelles qui sont signalées. Par exemple, aussi des baleines primitives ont été signalées relativement récemment. Donc, il y a par exemple le docteur Karl Schacker, et lui, il répertorie dans son livre Still in Search of Prehistoric Survivors, toutes les créatures donc, qui jusqu'en 2015 ont été répertoriées un petit peu dans la mer et dans les lacs. Et c'est énorme le nombre de créatures qui ont été répertoriées. Des tortues géantes aussi ont été répertoriées. Selon Max Hawthorne, il y a des personnes qui ont signalé des tortues de mer
avec une carapace de 10 mètres de diamètre. Et ça, dans des lieux très fréquentés comme le golfe du Mexique, euh, lors de certaines croisières, etc. Donc, c'est tout un milieu inconnu. Mais il y a un blackout total sur cela. Et c'est là où on voit quand même comment l'information est étouffée. Parce que il y a énormément de signalements de ces créatures mystérieuses. Ces créatures mystérieuses sont des créatures de type mégalodon, par exemple, essentiellement, des calamars géants de 50, 60 mètres de longueur, voire plus, qui ont été vus en train d'engloutir des cachalots. Et ça, c'est rapporté par des chercheurs comme Bernard Revelmans. Oui. Par exemple, dans les années 70, il y a un navire américain qui est parti, un navire de guerre américain, qui est parti faire une mission de reconnaissance. Quand il est revenu, le sonar et le sonar et tout le dessous avait été gravement endommagé. Et des recherches ont été faites et ont montré que les dommages étaient faits par une créature de type calamar. Mais simplement, pour faire des dégâts comme ça à un navire militaire, il faut que ça soit un calamar géant de plusieurs dizaines de mètres de long. On parle de 50, 60, 80 mètres de long. Et ça, c'est tout à fait officiel. Mais on devrait en entendre parler, mais on n'en entend pas parler. Qui entend les apparitions qui entend parler des apparitions de monstres marins et tout cela, très peu de gens. Pourquoi? Un petit peu le monstre de Loch Ness. Le monstre de Loch Ness, mais justement, on va y revenir. Mais sur ces créatures inconnues, très peu. Pourquoi? Parce que ça remet tout en question. Ça remet notamment en question le darwinisme, parce que des créatures de type baleine primitive, des créatures de type plésiosaure, des créatures de type mégalodon sont signalées quasi quotidiennement. C'est un truc de fou. Donc, ça montre que les créatures préhistoriques n'ont jamais disparu. Donc, ça montre qu'il y a un gros problème avec l'histoire officielle. Ça montre très bien que l'histoire officielle, l'histoire naturelle officielle est fausse. Donc ça montre que où les créatures préhistoriques ont survécu jusqu'à notre époque, ou bien cela démontre que la timeline originelle a été remplacée par une autre timeline qui correspond à notre histoire officielle. En tout état de cause, ça montre que toutes les connaissances scientifiques officielles sur les animaux sous-marins et sur les animaux en général sont fausses. Ça montre aussi qu'il y a une possibilité que la timeline ait pu être manipulée, qu'il y a pu avoir une timeline synthétique qui a été greffée à la timeline originelle et que la timeline synthétique est devenue notre réalité consensuelle. Ça montre en tout cas que quelque chose s'est passé dans un passé récent. Et ensuite, on rentre dans toutes ces questions de Tartaria et tout ça, on rentre dans toutes ces questions de récentisme, on rentre dans toutes ces questions même de phénomènes cataclysmiques qui ont eu lieu dans un passé relativement récent, donc on parle de 200 ou 300 ans, ce qui montre que la timeline a été manipulée. Donc est-ce que je suis en train de dire que la Terre est moins vieille qu'on ne le dit? Absolument pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a possibilité de manipulation des timelines. Par exemple,
En ce qui concerne les dinosaures, il y a, il y a des ossements qui ont été retrouvés, dinosaures marins et dinosaures terrestres, un petit peu partout dans le monde. Et dans certains de ces ossements, il y a du tissu et des globules rouges qui ont été retrouvés. Récemment, il y a eu des globules rouges de Tyrannosaure rex qui ont été retrouvés. Or, les dinosaures sont censés avoir disparu depuis 65 millions d'années. Donc, c'est pas possible que le tissu ait survécu 65 millions d'années. De plus, il y a des gens qui continuent à voir des dinosaures. Le Burundjur, par exemple, un Tyrannosaure rex, continue à être aperçu en Australie. Les époux Gilroy ont recueilli des témoignages récents. De même, des dinosaures continuent d'être aperçus dans le Midwest américain, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, avec des cas d'apparition de Mokele Mbembe. D'ailleurs, récemment, il y a un Français, Michel Ballot, qui a mené des expéditions à la recherche du Mokele Mbembe. Michel Ballot, un cryptozoologue français et spécialiste aussi du monstre du Loch Ness sur lequel on a revenu. Il a mené des expéditions sur le Mokele Mbembe. Donc, il y a des gens qui continuent de voir des dinosaures. Simplement, là aussi, il y a un blackout total. Donc, d'un côté, des témoignages absolument dignes de foi de personnes qui continuent de voir des dinosaures. De l'autre, et ça c'est du mainstream, des tissus, des globules rouges de Tyrannosaure rex sont retrouvés, ce qui montre bien qu'il y a un problème avec la datation officielle. Et de l'autre côté, il y a des chercheurs comme John Hammer, par exemple, qui explique qu'en Chine, il y a des usines qui produisent des faux ossements de dinosaures et que la plupart des ossements de dinosaures qu'on voit dans les musées sont des reproductions plastiques. Donc, on voit bien qu'à la fois, il y a des gens qui cherchent à pousser la notion des lobbies, on va dire, qui cherchent à pousser la notion officielle de dinosaures qui aurait disparu il y a 65 millions d'années. D'ailleurs, il y a des films comme Jurassic Park et tout ça qui poussent cela. À la fois, il y a des éléments qui montrent que beaucoup de pièces de dinosaures qu'on voit dans les musées sont en fait des faux, et c'est valable aussi pour les animaux sous-marins, les plésiosaures et tout ça, qui ne sont d'ailleurs pas des dinosaures. De l'autre, des tissus de dinosaures sont retrouvés, ce qui montre qu'ils ont continué à survivre beaucoup plus récemment qu'on ne le pense. Il y a même des représentations de dinosaures sur des temples bouddhistes, par exemple. Et de l'autre, il y a les témoignages dignes de foi qui viennent du monde entier, notamment des États-Unis, d'Australie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui montrent que des gens continuent d'apercevoir tous les ans des dinosaures et qu'il y a des populations de dinosaures qui continuent d'exister. Il y a des tyrannosaures rex, il y a des sauropodes, il y a plein de variétés de dinosaures, aussi des dinosaures beaucoup plus petits. Donc là, il y a vraiment un mystère. Alors, où les dinosaures n'ont jamais disparu et ont continué et ont toujours fait partie de notre réalité. C'est une possibilité parce que, par exemple, il y avait toujours les légendes de dragons qui viennent de tous les pays. Donc, certaines légendes de dragons correspondent à des apparitions d'entités reptiliennes, d'entités de type Draco et tout ça, de ces entités sans âme qui sont derrière tout ce qu'on peut appeler les lignées et tout ça, et qui tirent les ficelles derrière notre réalité. Mais d'autres apparitions de dragons correspondent très clairement à des apparitions de dinosaures que les gens décrivaient tout simplement comme des dragons. Donc ça montre très clairement que les dinosaures continuent d'exister parmi nous. Donc,
ça montre, qu'il y a un blackout il y a un blackout total sur cela. Alors, est-ce que les dinosaures ont effectivement pas existé dans la timeline originelle, mais qu'ensuite une timeline synthétique a été greffée à la timeline originelle, ce qui a fait que les dinosaures sont des habitants de cette timeline synthétique et ont fait partie de notre réalité consensuelle, ou est-ce que les dinosaures ont continué à survivre jusqu'à notre époque? Peu importe. Mais en tout cas, il y a des dinosaures qui sont aperçus. Et en même temps, il y a toute une envie de pousser les dinosaures comme des espèces éteintes depuis 65 millions d'années. Pourquoi? Pour pousser le darwinisme et pour nous empêcher de connaître la vraie nature, notre vraie histoire. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas son passé, on ne se connaît pas soi-même. En tout cas, il y a un blackout total. Beaucoup de personnes qui ont aperçu des dinosaures ont été discréditées. Donc pour les créatures sous-marines, c'est exactement pareil. Les personnes sont ou discréditées, ou alors les témoignages, tout simplement, ne circulent pas. C'est ça, qu'est-ce que ça remettrait en question finalement qu'est-ce que ça remettrait en question? Qu'est-ce qui dérangerait dans tout ça? Ça remet en question, disons, le darwinisme. Et le darwinisme, c'est justement pour exclure l'idée d'un créateur. C'est pour faire croire que tout est aléatoire. Et tout cela, alors que les choses ne sont pas aléatoires. Et aussi, tout cela est fait pour qu'on ne connaisse pas notre vrai passé, notre vraie histoire, pour nous rendre amnésiques. Parce qu'ensuite, c'est très facile pour les entités sans âme de nous créer, de nous mettre en place une fausse histoire pour ensuite manipuler nos perceptions. Et cette fausse histoire se met en place par la manipulation des timelines. Alors, je pense que c'est beaucoup plus complexe que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit, parce que beaucoup de gens disent, par exemple, qu'il y a eu un cataclysme il y a quelques centaines d'années, et que suite à ce cataclysme, il y a eu une espèce de reset de la civilisation, et qu'il y a eu un blackout total, que tout ce qui venait de l'époque d'avant le cataclysme a été caché. Ça, ce n'est absolument pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il faudrait que toutes les personnes qui avaient des artefacts, qui avaient par exemple des traces écrites disons, de la vie avant le soi-disant cataclysme, il faudrait que tous ces gens-là se taisent, qu'il y ait eu tellement de pression que les gens se taisent. Bien évidemment, ce n'est pas possible. Quelqu'un finirait bien par parler. Il n'empêche que tout laisse à penser que la timeline a été manipulée. Et on le voit par l'étude des bâtiments. Il y a des bâtiments comme Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Cologne, la basilique de Vézelay et tout cela, qui sont absolument impossibles à recréer avec la technologie actuelle. Donc, selon la version officielle, ces bâtiments venaient du Moyen-Âge, donc une époque totalement primitive et tout cela. Même avec la technologie actuelle, c'est impossible de les construire, donc c'était encore plus impossible à construire au Moyen-Âge. Il y a même des bâtiments comme même l'hôtel de ville à Paris et tout ça, l'église Sainte-Basile à Moscou, où c'était absolument impossible de les construire à l'époque où ils ont été construits. Pourtant, ces bâtiments sont un fait. Donc, et c'est pas possible non plus que tout le monde ait pu être mis au silence.
Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a eu une reprogrammation, qu'il y avait une timeline originelle qui correspond à la Tartaria, à l'Atlantide, la Lémurie, peu importe, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, et qu'ensuite une timeline synthétique a été greffée, et la timeline synthétique correspond à l'histoire officielle, et qu'elle est devenue la réalité consensuelle. Et comme cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo, c'est très simple pour ceux qui maîtrisent le jeu vidéo, pour les entités sans âme, de transformer une timeline originelle, de la faire fusionner avec une timeline synthétique, tout simplement un autre programme du jeu vidéo, et ensuite faire en sorte que la timeline synthétique devienne la réalité consensuelle, tout en gardant dans la nouvelle réalité des éléments de l'ancienne réalité, Oui, ce qui explique les artefacts qui ne sont pas à leur place. C'est ce qui explique aussi beaucoup de monuments et tout cela. Et ça explique, à mon avis, le fait qu'il y ait beaucoup de créatures, de créatures mystérieuses qui sont encore parmi nous, parce que tout simplement, ce sont des représentants d'une timeline synthétique qui a été greffée à la timeline originelle, et puis qui ont continué à faire leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des témoignages de tous les pays, donc des personnes qui ne se connaissent absolument pas, qui sont à des moments différents face à un lac, une rivière, un océan. Donc ça prouve encore une fois qu'il y a bien des monstres marins, des poissons géants et tout ça. Ça le prouve. Par exemple, il y avait une émission qui passait qui s'appelait River Monsters de Jeremy Wade, et lui, il allait à la recherche de poissons géants inconnus. Et contrairement à beaucoup de personnes, il faisait vraiment le travail, il allait parler avec la population, il était vraiment passionné, et il a découvert des espèces ou redécouvert des espèces, et il a montré que même parmi les espèces connues, il y a un gigantisme. Par exemple, le chercheur Max Hawthorne, qui a écrit sur les mystères de la mer, il explique que certaines apparitions de mégalodons correspondent à des requins connus, mais qui grandissent jusqu'à des tailles absolument démesurées. Donc là aussi, ça peut être lié au fait que selon de nombreux mythes, l'humanité était beaucoup plus grande avant que, disons, que l'humain faisait 3-4 mètres de hauteur. Il y a beaucoup de mythes qui circulent sur ce concept de géant. D'autres mythes qui ne sont pas des mythes parlent de Néphilim, qui sont liés justement au croisement d'anges déchus, donc d'entités sans âme, avec des humaines, etc. Donc il y a beaucoup de vrai dans cela, notamment dans le thème qu'il y avait un peuple de géants, et qu'à une époque, il y avait des espèces géantes. Par exemple, de nombreux squelettes de géants ont été découverts aux États-Unis. Voir le travail comment il s'appelle, Hugh Newman, donc un chercheur anglais qui a un peu parcouru le monde à la recherche de géants, à la recherche de traces de géants, de squelettes de géants. Et il a trouvé effectivement énormément de squelettes de géants. Et au 19e siècle, les gens en parlaient ouvertement. Donc il y avait un gigantisme dans la nature. Déjà, il y avait des peuplades de géants qui coexistaient avec les humains. Par exemple, en Patagonie, les premiers explorateurs ont croisé des géants de 3, 4, 5 mètres de haut. Rex Gilroy a montré que en Australie, des personnes continuent de croiser des yowie, donc c'est l'homme sauvage australien, qui font 4, 5
6 mètres de long. À l'heure actuelle, donc, il y a encore une subsistance de ces géants qui font partie de cette humanité parallèle. Donc, il y a une humanité parallèle de grande taille. Ça explique aussi certains Sasquatch et tout ça. Mais c'est très possible aussi qu'il y ait des animaux géants qui sont en tout point, identiques aux animaux que l'on connaît, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus grands et qu'il y a certaines populations qui continuent de subsister parce qu'il y avait un gigantisme sur Terre qui d'ailleurs a été supprimé en partie par les entités sans âme par modification des timelines. Mais il y a une subsistance, par exemple des, quand on regarde, par exemple, comment on appelle ça, les autruches, il faut savoir qu'il y avait des autruches beaucoup plus grands que les autruches, de maintenant et tout ça. Et C'est intéressant. c'est Ça peut être effectivement ce que tu dis, une timeline qui a été greffée. qui a été greffé, mais il y a cette notion de gigantisme. Par exemple, des gens aux États-Unis ont aperçu ce qu'on peut appeler des oiseaux tonnerres, et les oiseaux tonnerres ressemblent à des aigles classiques, mais beaucoup plus grands, avec des diamètres d'ailes de 7 à 10 mètres d'envergure. Et ces Thunderbirds sont même capables de soulever des humains. C'est le cas dans les années 70 d'un garçon qui a été soulevé par un de ces oiseaux géants. Et ces oiseaux géants, ça semble être des reliquats de populations d'une ancienne timeline où les animaux, ou une partie des animaux en tout cas, et une partie des humains étaient beaucoup plus grands. Et comme il y a eu des parties de timeline qui sont restées et tout ça, ça explique les apparitions de ces créatures géantes. Donc par exemple, on peut imaginer qu'au fond de la mer, il y ait les requins blancs classiques qui font déjà 5, 6, 7 mètres de long, ça va même jusqu'à 10 mètres, et des requins blancs géants qui font 15 à 20 mètres. Et à côté de cela, il y a aussi le mégalodon, qui est une espèce d'ancêtre cousin du requin blanc. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Mais il y a des clés pour comprendre ces manipulations des timelines. Il y a des clés en étudiant les mondes sous-marins, Il y a aussi les animaux. Les animaux, beaucoup de gens voient des ptérodactyles. Alors, selon des chercheurs américains, un Américain sur 1000 aurait vu des ptérodactyles. Simplement, pour beaucoup, ils pensent avoir affaire à des oiseaux géants. Parce que quand on voit un gros oiseau, on se dit il y a un gros oiseau, mais on ne va pas chercher à comprendre ce dont il s'agit. Or, selon Jonathan Whitcomb, c'est un Américain sur 1000 qui aurait vu des ptérodactyles. Des ptérodactyles ont aussi été vus en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et ce qui est intéressant, c'est que les Papous, qui ont eu très peu de contact avec l'extérieur au fil du temps, ils décrivaient toujours ces ptérodactyles comme capables de bioluminescence. Or maintenant, la science mainstream explique que les ptérodactyles étaient peut-être capables de bioluminescence. Or, des gens continuent à voir des ptérodactyles. Et les ptérodactyles seraient même responsables de certaines disparitions d'humains, notamment de personnes qui disparaissent comme ça. Ils sont à côté de quelqu'un et ils disparaissent. Par exemple, Tom Lyons cite le cas de 2 femmes qui étaient avec un petit garçon de 3 ans au bord de la plage dans les années 80. Et quand elle se retourne une demi-seconde, quand elle se retourne, le petit garçon n'était pas là. C'était impossible qu'il soit allé à la mer puisqu'il y avait quand même 100 ou 200 mètres vers la mer. Donc les 2 femmes commencent à paniquer, elles cherchent de partout et les personnes n'ont vu le petit garçon. Et une des 2 dames, juste au moment de la disparition du petit garçon, était en train de prendre des photos du ciel.
Et quelques mois plus tard, le petit garçon, le fils de son ami, n'est pas retrouvé. Et elle fait développer ses photos. Et là, elle voit le pied du garçon, mais dans les airs. Donc, cette dame se pose la question, est-ce qu'il a été enlevé par un oiseau gigantesque ou par un ptérodactyle, ou est-ce que c'est un cas d'abduction? Toujours est-il que cette photo a été transmise donc à la police américaine dans les années 80. La dame n'a jamais eu de retour. Enfin, c'est une histoire absolument tragique. Paul Aides parle aussi de cas de personnes qui sont assis, qui sont en train de marcher ensemble. Une personne se retourne et après, quand elle se retourne, la personne a disparu. Donc, on voit très clairement qu'il y a des animaux inconnus parmi nous. Et l'étude des fonds marins, ça nous démontre ça. Mais il y a d'autres mystères avec le monde sous-marin. Par exemple, Ivan Sanderson expliquait qu'il y avait des humanités parallèles, ce qu'il appelait donc, lui parlait d'entités non humaines, mais moi je dirais plutôt des humanités parallèles, donc qui ont pu acquérir une technologie différente de la nôtre, pas forcément plus avancée, mais différente de la nôtre. Et Sanderson avait recueilli des témoignages, et pour lui, il y avait une humanité parallèle qui vivait au fond des océans. Et effectivement, énormément de personnes ont vu des USO, Unidentified Swimming Objects, des objets flottants non identifiés, des objets nageant sous l'eau, identifiés des sous-marins non identifiés, et tout ça. Donc c'est un truc complètement fou, mais il y a des bases, d'entités sous l'eau. Il y a des bases, certaines de ces bases peuvent appartenir à des humanités parallèles, parce que je n'exclus pas qu'il y ait des humanités parallèles qui aient plus d'avance que nous, technologiques. Oui, ça c'est une possibilité. D'autres bases sous-marines sont des bases d'entités sans âme, d'entités de type djinn, démons, reptiliens. D'autres bases sous-marines sont des bases du complexe militaro-industriel. Il y avait dans les années 2000-2010, c'est très récent, un chercheur, le docteur Richard Sauder, qui avait montré qu'il y avait des projets de l'armée américaine pour construire des bases sous-marines. Et selon le travail de Richard Sauder, ces projets ont en grande partie été réalisés. Et Richard Sauder laisse entendre qu'il y a eu une collaboration entre entités sans âme et armée américaine. Et on l'a vu dans de nombreuses autres vidéos. Le thème de cette collaboration, c'est une certitude. Il y a eu cette collaboration. Donc il y a des bases sous-marines qui sont tenues par le complexe militaro-industriel et les entités sans âme. Et ça explique des phénomènes comme les disparitions de navires et tout cela. Et on en vient au triangle des Bermudes. Daniel List, le journaliste, le dark journalist, un journaliste américain qui a fait un travail absolument énorme sur l'ufologie, sur la révélation officielle et sur ce qui se cache derrière cette révélation officielle. Il a montré qu'il y avait énormément de sociétés secrètes qui s'intéressaient au triangle des Bermudes. Énormément de scientifiques tenus par les sociétés secrètes allaient voyager dans le triangle des Bermudes. Il a fait aussi le lien avec Hemingway, même Kennedy et tout ça. Énorme. Donc, ça montre bien qu'il se passe des choses. Est-ce que c'est un lieu tellurique et tout ça, puisqu'il y a énormément d'avions qui sont tombés à ces endroits? Il y a des artefacts inconnus. Par exemple, il y a toute une route sous-marine qui a été retrouvée à Bimini. Donc, près du triangle des Bermudes, c'est assez hallucinant, qui peuvent être des vestiges d'une ancienne timeline. Il y a aussi énormément d'avions qui ont disparu effectivement. Donc, on ne peut pas exclure que
ça soit lié à des bases tenues par des entités sans âme ou des bases tenues par une humanité parallèle qui en fait Se trouve à des ne veulent endroits. aucune interaction avec nous. Mais il y a d'autres phénomènes beaucoup plus étranges qui se déroulent dans le triangle des Bermudes. Par exemple, Bruce Gernon, c'est un pilote privé américain mais qui habite aux Bahamas. Un jour, il faisait la liaison entre les Bahamas et Miami dans son avion privé. Il est rentré dans un espèce de nuage où il y avait un tunnel au centre du nuage et il est arrivé, et donc il croyait qu'il allait tomber et tout cela. Il y avait des éclairs un petit peu partout et il est arrivé 10 minutes en avance. Donc il y a eu un déplacement du temps dans ces nuages. Un ufologue anglais, devenu une ufologue, Jenny Randall, elle, avait fait une enquête sur justement ces espèces de phénomènes de dilatation du temps et a écrit un livre qui s'appelle Time Slips et a montré qu'il y avait des espèces de brouillards qui se produisaient ou quand une personne, un automobiliste y rentrait, il se retrouvait et il faisait des voyages dans le temps, parfois de plusieurs minutes dans le futur ou plusieurs minutes Ça pourrait dans être le des passé. vortex dans ce cas-là. C'est des vortex qui mènent à d'autres époques. D'autres dimensions. Et il y a un avion, par exemple, qui a disparu au niveau du triangle des Bermudes dans les années 60 ou 70, un Boeing 737, si ma mémoire est bonne. Et les passagers n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Donc, eux, ils vaquaient à leurs occupations, continuaient à mener leur vie de passagers, l'équipage et tout cela. Pendant ce temps, la tour de contrôle de Miami pensait que l'avion avait disparu. Et puis, l'avion est réapparu. Donc, ils étaient vraiment soulagés. Les contrôleurs étaient soulagés et tout cela. L'avion a atterri normalement. Et ensuite, toutes les montres des passagers avançaient ou retardaient de 10 minutes. Je ne sais pas exactement, mais il y a eu cette dilatation du temps. Et ça, le cas de Bruce Gernon et le cas du Boeing de Miami, c'est des gens qui reviennent, qui ont la chance de revenir, mais beaucoup de personnes ne reviennent pas. Donc on peut se poser la question si le triangle des Bermudes n'est pas un vortex artificiel lié à des technologies ou d'entités sans âme ou d'une humanité parallèle qui, sous certaines conditions, va s'ouvrir. Et si une personne passe au moment de l'ouverture du vortex, un avion, un bateau, la personne va ou voyager dans le futur ou dans le passé, puisque le temps est relatif, ou bien va voyager dans une timeline alternative, ou bien va alors voyager dans une autre dimension. Ça peut être aussi un moyen de capturer certains bateaux ou certains navires. Toujours est-il qu'il se passe énormément de choses au niveau du triangle des Bermudes, que des bateaux disparaissent toutes les années, qu'il y a des phénomènes atmosphériques, très importants qui se déroulent, extrêmement étranges, et que c'est un haut lieu de disparition. Et par exemple, un jour, une personne, un aviateur, a disparu dans le triangle des Bermudes et il s'est retrouvé sur une île totalement, et il s'est retrouvé sur une île qu'il ne connaissait absolument pas. Et là, il a fait, parce que son avion a vu des avaries et tout ça, et là, il avait fait connaissance avec les habitants de cette île, et il s'est lié d'amitié avec eux. Et puis, il a vécu plusieurs mois avec eux, et ensuite, ils l'ont aidé à quitter cette île avec des radeaux. Et à partir d'un moment, il est retourné dans notre dimension, et l'île n'existait absolument plus. Et pourtant, lui avait disparu, et tout cela, mais il n'a jamais réussi à retrouver l'île, et donc, une fois qu'il a quitté l'île sur un radeau, à partir d'un certain point,
tac, l'île a disparu, il s'est retrouvé dans notre dimension. Donc ça, c'est aussi un des grands mystères du triangle des Bermudes. Et toujours est-il qu'il y a énormément de lieux comme ça. Oui, Selon Antonio Ribera, il y a 10 triangles inconnus dans les mers. En France, il y a le triangle de la Purge, où des avions sont tombés mystérieusement, où il y a énormément d'apparitions d'entités non humaines, où il y a énormément de choses, de phénomènes paranormaux qui se produisent. Donc on voit très très bien qu'il y a des vortex naturels, des vortex artificiels qui mènent vers d'autres dimensions. Et il y a des vortex comme ça un petit peu partout dans les différentes mers. Il y a le triangle du diable aussi. C'est un autre triangle en mer du Japon où énormément d'avions, énormément de personnes ont disparu. Il y a Jay Gourlay, un chercheur américain, qui dans les années 70 a montré qu'il y avait un triangle au niveau des grands lacs américains. Donc, ces triangles, pour moi, correspondent à des artefacts d'une autre timeline et aussi à des vortex, je pense des vortex artificiels qui sont liés à des humanités parallèles ou à des technologies d'entités non humaines et qui fonctionnent d'une manière ou d'une autre, dont le fonctionnement est lié à l'eau. Or, au niveau des grands lacs américains, Paulides parle de nombreux cas de disparition. Et il y a justement cet étudiant qui faisait du ski à proximité des grands lacs américains et qui a disparu. Et donc des personnes sont allées à sa recherche et les traces de ses skis s'arrêtaient net dans la neige. Donc beaucoup de personnes ont pensé qu'il s'est aventuré sur la glace et qu'il est tombé et qu'il s'est noyé dans les grands lacs. Simplement, après donc son père a réussi à obtenir un certificat de décès. Il a même eu son diplôme par l'université à titre posthume, donc une université de la région de Chicago. Et un an après sa disparition, il y a quelqu'un qui se présente chez la tante. Il y a quelqu'un qui se présente chez la tante de cet étudiant. Et c'était cet étudiant. Et cet étudiant s'est retrouvé comme ça, donc chez sa tante qui habitait à plusieurs milliers de kilomètres des Grands Lacs, avec un sac à dos qui ne lui appartenait pas, des vêtements qui ne lui appartenaient pas et des journaux qui ne lui appartenaient pas. Mais en tout cas, il a eu un an de missing time. Donc après, il a été réuni avec son père et cette personne vit actuellement à New York où c'est devenu un psychothérapeute très connu de la scène new-yorkaise, mais qui refuse absolument de parler de ça. Donc on voit bien qu'il y a eu un missing time, qu'il y a eu un passage dans un vortex naturel ou artificiel. En tout cas, ça l'a marqué. Ça l'a marqué parce que si ma mémoire est bonne, toujours pareil, si ma mémoire est bonne, il étudiait la théologie et puis ensuite il a changé complètement de voie pour étudier la psychologie, je crois. Mais c'est un cas extrêmement intéressant qui a été étudié par Paulides. Et d'autres créatures sous-marines inconnues, c'est les monstres des lacs. Et il y a le monstre du Loch Ness, mais on retrouve les monstres des lacs dans quasiment tous les lacs glaciaires. On en retrouve dans des lacs glaciaires en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, mais aussi dans des lacs glaciaires en Suède, aux États-Unis, au Canada, un petit peu dans l'hémisphère sud où il y avait des lacs glaciaires et dans l'hémisphère nord où il y avait des lacs glaciaires. Et on retrouve ces monstres marins un petit peu partout. L'existence de ces, donc c'est très intéressant. Ces animaux mystérieux. Et le monstre du Loch Ness, par exemple, ça correspond pour moi très clairement, d'après les témoignages, à une créature inconnue de type dinosaure. Alors les gens disent qu'ils la verraient aller respirer, mais selon les scientifiques, c'est possible que la créature n'ait pas besoin de monter même à la surface pour respirer. Elle a pu aussi s'adapter à respirer par la peau et tout ça,
comme les grenouilles, comme les tritons et tout cela. Toujours est-il que beaucoup de témoins de bonne foi décrivent une créature ou plusieurs types de créatures inconnues. Il y a des créatures de type dinosaures qui ressemblent à des plésiosaures, qui du reste ne sont pas des dinosaures. D'autres créatures qui ressemblent à des poissons géants, à des silures, mais de très grande taille, de 10 mètres de long. D'autres de ces créatures ressemblent à des serpents de mer et géants, et elles ont été signalées du reste depuis plus de 1500, 2000 ans. Il y avait même des légendes dans le Loch Ness de Kelpie et tout ça. Oui. Donc il y a très clairement plusieurs créatures inconnues. Du reste, des recherches ont été faites qui montrent que le loch a suffisamment de vie pour une population de monstres. Pour moi, les monstres, parce qu'il y a plusieurs types de monstres, c'est une réalité absolue et ils viennent de la mer se reproduire ou ils rentrent dans le loch par l'intermédiaire de grottes, ce qui explique qu'on ne les voit pas souvent, mais qu'on les voit et qu'il y a plusieurs types de monstres. Quand j'avais été au Loch Ness, du reste, j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui était dans un bateau pendant la Seconde Guerre mondiale, ça remonte à 1997, je précise, et le bateau s'est mis à tanguer comme ça, et ça, pour cette personne qui avait vécu toute sa vie au bord du loch, c'était une manifestation du monstre du Loch Ness. Donc il y a ça, mais ensuite il ne faut pas oublier que Crowley possédait la Boleskine House à proximité du Loch Ness et qu'il menait des expériences sur le temps. Il faisait des rituels, basiquement absolument abominables du reste, pour modifier le temps. D'ailleurs, la magie crowleyenne, avec les technologies d'entités sans âme, a été utilisée pour des expériences comme l'expérience de Philadelphie et tout ça. Et il s'entraînait dans les années 1910 à la Boleskine House, à proximité du loch. Or, c'est à partir des années 30 qu'il y a eu de plus en plus d'apparitions du monstre du Loch Ness. Donc là, on est dans la spéculation. On peut se demander, est-ce que par ces rituels abjects, Crowley n'aurait pas ouvert une porte dimensionnelle qui menait ou vers d'autres temps, d'autres époques de la timeline synthétique, ou qui menait vers d'autres dimensions. Toujours est-il que après ces rituels, il y a une augmentation de la fréquence des apparitions du monstre, même si ça fait 2000 ans que c'est signalé. Après, il y a aussi une route qui a été construite au bord du Loch Ness dans les années 30, ce qui favorisait l'accès, mais il y a eu une augmentation d'apparitions après que Crowley soit passé par là. Et après, il peut y avoir aussi certaines apparitions de monstres du Loch Ness qui soient issus de manipulation des entités sans âme, qui jouent avec nos croyances, qui jouent avec nos perceptions. Donc pour le monstre du Loch Ness, c'est très clair qu'il y a des créatures inconnues, physiques, dans le loch qui correspondent à des animaux inconnus. C'est très clair aussi qu'il y a une composante paranormale derrière certaines apparitions du monstre du Loch Ness qui sont liées en partie à la magie de Crowley et peut-être à l'ouverture de vortex, qu'il y a aussi une composante paranormale qui est liée aux manipulations de la perception par les entités sans âme, et des chercheurs comme Ted Holliday, par exemple, avaient compris ça, qu'il y a une composante multifactorielle dans les apparitions de monstres du Loch Ness. Il y a des animaux inconnus qui sont aussi physiques que nous, mais d'autres monstres du Loch Ness qui sont issus de manipulation du temps, qui sont issus de manipulation d'entités sans âme. C'est comme il y a beaucoup d'autres monstres lacustres où il y a cette double composante. À la fois la composante. Des tulpas aussi? Bien sûr, il y a des tulpas parce que toutes ces croyances, le monstre du Loch Ness, la croyance dans des monstres lacustres, c'est quelque chose qui fait partie
du folklore, donc c'est une croyance extrêmement puissante, et toutes ces croyances peuvent aussi se matérialiser et prendre forme physique. Donc oui, certains monstres lacus sont des tulpas, mais ça n'empêche pas que d'autres sont issus de manipulation du temps, et d'autres sont issus d'entités sans âme qui se font passer pour des monstres, pour manipuler nos croyances. D'autres correspondent aussi à des créatures inconnues de la science officielle, mais qui sont connues de la science cachée, mais inconnues de la science officielle. Et il y a un blackout total parce que ça remet tout en question. Donc on le voit très bien que ces énigmes du monde sous-marin sont vraiment fascinants. Oui. Et là, on n'en a vraiment que levé un coin du voile. Et donc, bien évidemment, on va continuer notre recherche sur tout cela. Et c'est vraiment passionnant. Oui. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube et nouveaux podcasts.